cosmopolite de Dakar est l'un des plus vieux nichés dans la périphérie du centre-ville, Rebeuss étant des symboles vivants du passage du colon dans la capitale sénégalaise. Après son départ de Gorée, de l'origine du nom donné à ce lieu d'habitation construit en 1901 aux bâtisses qui font son architecture, toute une histoire à revisiter dans la série que nous vous entamons ce soir sur Rebeuss. Et puis Nateyala Alicitoé Diatta, deux figures emblématiques de la résistance face aux colons. Ce soir, ces deux femmes sénégalaises, l'une du Wallo et l'autre du Kassa, sont dans la rubrique au cœur de nos cultures. Bienvenue à tous. Le chef de l'État est arrivé à Paris. Le président de la République, accompagné de son épouse, est arrivé dans la capitale française sous une fine pluie et une température de 13 degrés. Comme vous le voyez sur ces images, Macky Sall est invité par le patronat français, le MEDEF international, et devrait par ailleurs prononcer un discours à l'OCDE, l'Organisation de la coopération et du développement économique. Nous parlons à présent de cette audience. L'ambassadeur du sultanat d'Oman a fait ses adieux au chef de l'État après 4 ans passés au Sénégal. Le diplomate juge satisfaisant le niveau de coopération entre les deux pays, des relations qui seront renforcées selon Mohamed Khalil Al-Jasmi. Il est au micro d'Omar Ging. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République du Sénégal. Au cours de cette audience, j'ai eu à faire donc mes adieux au président de la République au terme de ma mission au Sénégal. Son Excellence m'a chargé de transmettre ses salutations à Sa Majesté le Sultan Qaboos Ben Saïd. Le Sénégal et le Sultanat sont deux pays musulmans et donc c'est ça la base donc solide de leurs relations. Les deux pays entretiennent donc des relations d'amitié extrêmement solides et les deux gouvernements, les deux pays s'attellent à renforcer davantage donc les relations d'amitié et de coopération qui les lient. Et puis nous parlons de ces temps forts de la pose de la première pierre du marché d'intérêt national à Diamniadio hier, une gare des gros porteurs entre autres et un bâtiment, un immeuble de 140 mètres de long pour 35 étages, autant d'infrastructures qui seront installées au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Retour sur ces événements avec nos reporters. L'intensification du ton de l'action à l'heure où le Sénégal se prépare à l'envol économique. La transformation de l'économie sénégalaise prend forme et le président de la République Macky Sall imprime un rythme cadencé à de grands projets. 3 sont lancés ici à Diamniadio, le marché d'intérêt national qui sera le plus grand d'Afrique, la gare des gros porteurs et la fabrique industrielle de meubles en investissement de plus de 50 milliards de francs CFA. Durée des travaux 14 mois, la Turquie qui entre en partenariat, un exemple d'efficacité qui doit inspirer les entreprises sénégalaises. Il y a des projets que j'ai remis depuis 2 ans à des entreprises sénégalaises. On n'a pas encore 1 mètre de mur. C'est ça aussi le problème. A-t-on vraiment le temps d'attendre des gens qui marchent au pas du caméléon au moment où l'attente des populations et des citoyennes est très grande? Alors donc, je pense nous voulons véritablement associer nos entreprises. Il faut qu'elles se mettent un peu à niveau, bien sûr, par la co-contractance peut-être déjà, les mettre au rythme. Mais il faut que les gens travaillent selon le rythme qui est imprimé. Cette université en face, elle est donnée depuis 1 an et demi. C'est trop lent. On ne peut pas attendre ce type de travail. Kaolack, on est encore dans les procédures 2 ans après. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si ça continue, moi, je vais proposer au Parlement des procédures d'accélération qui nous permettront de gagner du temps. Le chef de l'État invite donc tous à entrer dans le train qui mène vers l'émergence économique. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Il faut aller vite pour coller à une vision futuriste qui fera de Diamniadio une véritable plaque tournante du développement. Le choix de Diamniadio, pôle urbain de référence,
apporte encore plus de pertinence et de perspective en termes de carrefour des échanges interrégions. Le marché d'intérêt national, c'est plus de 50 000 mètres carrés répartis en 137 magasins de 75 à 150 mètres carrés avec des chambres froides intégrées, de grands halls allant de 300 à 500 mètres carrés réservés à la transformation et à la conservation des viandes, de la volaille et des produits laitiers. Il s'agit d'un marché moderne qui va offrir aux commerçants grossistes, aux producteurs locaux et aux PME un centre d'écoulement des productions agricoles. C'est un tournant dans la vie économique du Sénégal. Et le Sénégal a anticipé pour payer les avances de démarrage avant même qu'Exim Bank Turquie ne finisse sa procédure. C'est vous dire l'engagement que j'ai pour faire avancer ces projets. Nous sommes obligés de faire des ruptures par rapport à la pratique courante. Si nous voulons faire des pas de géants, nous sommes obligés de nous remettre en cause, notre propre procédure. Autrement, nous allons marcher au même rythme. Or, nous avons une ambition d'émergence. Il faut un pas cadencé. La gare des gros porteurs sera érigée sur 9,75 hectares à proximité du marché d'intérêt national. Il va disposer d'un hangar de 1900 mètres carrés pour le stockage des produits secs, une grande chambre froide de 1200 mètres carrés et un bâtiment administratif, entre autres. À côté, c'est une fabrique industrielle de meubles qui sera réalisée avec des productions qui vont être exportées vers toute l'Afrique, tout en générant des milliers d'emplois, dont le secteur du bois, du fer et de l'industrie textile. Nous sommes prêts, sur les ordres de son Excellence M. Macky Sall, à faire d'autres investissements dans les secteurs de nos holdings, que ce soit dans la construction, les infrastructures, l'énergie ou la distribution. Nous avons entièrement confiance en sa vision et en son leadership. La confiance des hommes d'affaires turcs se traduit par un engagement ferme à accompagner la réalisation des projets présidentiels de deuxième génération. La preuve par les actes. Ce qui est le plus important, je pense, ce soir, c'est moins d'ailleurs ces financements publics, mais que l'entrepreneur turc vienne en même temps investir pour plus de 70 millions de dollars, soit 35 milliards, voire plus, de son propre argent pour installer son unité industrielle de fabrication de meubles. Cela montre la confiance dans ce que nous faisons ici au Sénégal. L'une des grandes satisfactions reste le marché d'intérêt national qui permettra à Diamniadio d'être un hub commercial d'une double dimension, nationale et régionale, pour desservir toutes les régions du pays et de la sous-région. Et puis le chef de l'État a reçu le président directeur général de Haifar International, une ONG qui s'active dans l'élevage. Pierre Ferrari va soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal dans l'objectif d'autosuffisance en moutons. Le partenariat va toucher d'autres volets du secteur comme la production laitière. Pierre Ferrari au micro de Oumar Nying. Comme vous le savez, le Sénégal importe des quantités importantes de moutons pour leur fête. Et Madame la ministre et d'autres comprennent très bien que la production pourrait être faite localement. Et alors nous allons soutenir cet effort-là avec des efforts techniques et d'autres agences pour en fait augmenter la production d'une façon rapide pour remplacer les importations qui ne sont en fait pas nécessaires parce que le pays peut produire ses moutons comme ils le veulent. Au-delà du mouton, nous travaillons en tant qu'expertise. HEF est très connu pour le secteur laitier. Nous travaillons aussi avec la volaille. Et la volaille, c'est un animal qui produit non seulement des œufs, mais de la viande. Et c'est très utile pour les communautés pauvres, surtout. Et ça peut se répandre et ça peut se multiplier d'une façon très très rapide. Et nous employons une technique, une pédagogie qui s'appelle le passage des dons. Et donc ce qui est demandé de la communauté quand ils reçoivent du bétail, des moutons ou de la volaille, que la communauté ou la famille qui a reçu les animaux en fait passe le don des premiers enfants donc qui sortent des moutons ou des vaches ou de la volaille.
Et puis le Conseil économique, social et environnemental a adopté à l'unanimité des conseillers présents son avis sur la médecine traditionnelle au Sénégal. Quelle solution pour sa normalisation? Légaliser la pratique de la médecine traditionnelle en veillant à l'application stricte de la réglementation. Normaliser et promouvoir la pharmacopée traditionnelle. Telles sont, entre autres, les principales recommandations formulées par les conseillers. Fantabachi. Au Sénégal, malgré les avancées notées à travers les différents programmes et politiques d'encadrement des praticiens et d'inventaire des plantes médicinales à efficacité prouvée, la normalisation et la légalisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle restent des préoccupations majeures. Réunis en séance plénière, les conseillers comptent donner des orientations pratiques au gouvernement pour la réglementation de l'exercice de la médecine traditionnelle et l'élaboration de politiques et des programmes plus adaptés. Vous savez que la publicité autour de la médecine traditionnelle, nous voudrons travailler dans le sens de faire en sorte que cette publicité ne soit pas du tout contenue comme cela est le cas dans la médecine dite moderne. Il ne faut pas que lorsqu'on prend en charge, lorsqu'on s'occupe de la santé des populations, qu'on fasse des publicités autour de ça. Et je pense que c'est au niveau du Conseil national de régulation qu'il faudrait prendre des efforts, il faudrait faire des efforts nécessaires. Lorsqu'on veut soigner des pathologies, il est clair que la personne ne peut pas se permettre de prendre tout en charge et de dire qu'il soigne toutes les maladies. Ça, je ne pense pas que ce soit possible. Alors pourquoi donc on laisse cette publicité se faire avec des gens qui n'apportent pas jusqu'à présent les solutions aux populations? La médecine traditionnelle a beaucoup d'acquis. Toutefois, sa publicité doit être normalisée pour une meilleure prise en charge de la santé des populations. La difficulté que nous avions tous de voir ces publicités qui étaient souvent aussi des publicités mensongères dans toutes les presses et dans toutes les radios et dans toutes les télés. Ce qui fait que c'est quand même quelque chose qu'il faut normer. Et aussi éviter que certaines personnes, qu'on peut appeler entre parenthèses des charlatans, s'immiscent dans cette médecine traditionnelle et la discréditent. Au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons une loi qui est également dans le circuit. Nous comptons dans cette loi mettre des normes, mais également proposer des sanctions et également mieux organiser avec un conseil national les praticiens eux-mêmes pour qu'ils fassent eux-mêmes leur propre police, qu'ils s'encadrent eux-mêmes, que ce ne soit pas toujours les ministères des sanctions, mais que ce soit eux-mêmes qui gèrent cela. Le professeur Awa Marie Kolsek a aussi évoqué un partenariat avec le Conseil national des régularisations de l'audiovisuel pour une meilleure normalisation de la publicité de la médecine traditionnelle. Juste et équitable, c'est par ces mots que Sidiki Kaba juge le procès de Hissène Habré. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, salue le déroulement du procès et salue également l'engagement du Sénégal à lutter contre l'impunité. Déclaration faite ce mardi à la presse. Tierno Armadossia. Ce procès, entamé le 20 juillet 2015, a pris fin ce 30 mai 2016. Un long processus dont le déroulement est salué ici par le garde des Sceaux, ministre sénégalais de la Justice. L'Union africaine a demandé au président de la République Macky Sall d'organiser un procès au Sénégal pour faire juger Hissène Habré au nom de l'Afrique. Ce qu'il a accepté. Depuis lors, instruction m'a été donnée de faire en sorte que ce procès soit organisé en tenant compte des règles et normes internationales. En un mot, pour qu'on ait un procès juste et équitable. Ce qui est important, c'est que nul n'est au-dessus de la loi, comme nul n'est au-dessous de la loi. Si vous êtes attiré devant une juridiction, tout en respectant vos droits, la justice passe. Et la justice est passée. Un procès juste et équitable. Pour Maître Sidiki Kaba, aucune main étrangère n'a été derrière. Ce qui est certain, c'est que ce procès s'est passé en terre africaine, ici au Sénégal. Et vous les voyez, c'est une juridiction mixte où il y avait à la fois des juges sénégalais et des juges internationaux africains. Et ce sont ceux-là qui ont rendu la justice. Et cette justice, elle a été rendue au clair soleil. C'était des procès publics. Tout le monde y avait accès. Et on a vu les débats qui ont été faits et ces débats ont été menés de façon contradictoire. Le Sénégal reste dans son credo de lutter contre l'impunité
Pour le ministre de la Justice, le travail de tous les acteurs est à magnifier. Je voudrais saluer la coopération entre l'Union africaine, le Sénégal avec le Tchad, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale qui a accompagné l'organisation de ce procès et en aidant financièrement à sa bonne tenue et à sa bonne réalisation. Après le verdict, les journalistes ont évoqué la question de la réparation des victimes. Réponse du garde des Sceaux, le travail se poursuit. Les victimes seront prises en charge. Déjà, l'État tchadien est condamné à verser 75 milliards de francs CFA. Les déclarations de Sidiki Kaba face à la presse mardi après le procès Hissène Habré. Et puis ce communiqué, le procureur spécial près de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI informe que messieurs Ibrahima Abdul Khalil dit Bibo Bourgi et Alun Samba Diassé ont bénéficié ce mardi 31 mai 2016 d'une autorisation de sortie du territoire pour des raisons humanitaires. Pape Mamadou Pouy a pour sa part bénéficié d'une libération conditionnelle communiquée signée par le ministère de la Justice. Nous recevons sur ce plateau le directeur Mokhtar Ketani Doucouré qui va nous parler ce soir de cette grande conférence exposition de l'Organisation mondiale des douanes OMD sur les technologies de l'information et ce sera à partir de demain 1er juin jusqu'au 3 juin 2016 à Dakar. Plus de 400 délégués venant de 180 pays sont attendus dans notre capitale du beau monde. Alors quels sont les enjeux de cette rencontre de Dakar? Je vous remercie. Effectivement, le Sénégal s'honore d'accueillir à partir de demain une conférence exposition sur les technologies de l'information. C'est un événement de portée mondiale parce que l'Organisation mondiale des douanes étant une organisation intergouvernementale qui réunit 180 administrations douanières. Et c'est l'événement le plus important dans le calendrier de l'Organisation mondiale des douanes parce que étant déroulé sur le format partenariat public-privé. Donc toutes les sommités douanières mondiales se regroupent, les sponsors sont à Dakar, les exposants sont à Dakar, donc pour discuter effectivement des questions de technologie qui deviennent aujourd'hui un élément extrêmement important dans la modernisation des administrations douanières. Parce que nous sommes dans une économie numérique. Le Sénégal lui-même étant un pays qui est véritablement aux avant-postes de l'économie numérique, parce que nous avons dans le cadre institutionnel donc un ministère chargé de l'économie numérique. Donc la douane numérique s'insère dans ce cadre pour véritablement améliorer l'environnement des affaires, améliorer les recettes douanières et aussi également améliorer les enjeux sécuritaires. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où l'aspect sécuritaire est un aspect très important. Donc l'administration des douanes, à travers les technologies de l'information, peut effectivement participer de ce point de vue. Alors, vous êtes le coordonnateur de cet événement au niveau de la Direction générale des douanes et président du comité préparateur d'organisation de la conférence. Quels sont les grands axes, les thèmes autour desquels, justement, va se dérouler cette conférence? Alors, l'événement sera scindé en deux parties. Il y aura un volet scientifique, donc c'est la conférence en tant que telle, et il y aura un volet opérationnel, c'est l'exposition. Donc, le volet scientifique, la conférence, va s'articuler autour de 6 thèmes. Le premier thème portera sur l'interconnectivité. Le deuxième thème va porter sur la communication. Le troisième thème sur le leadership. Le quatrième thème sur l'innovation. Le cinquième thème sur la gouvernance. Et enfin, le sixième thème sur la formation. Maintenant, à côté de cet aspect scientifique, il y aura également ce qu'on appelle les tech talks, donc des discussions techniques autour également de questions sensibles qui touchent au cœur du métier de l'administration des douanes. Au-delà donc de cet aspect scientifique, il y a maintenant l'aspect opérationnel, c'est l'exposition. Donc tout ce que nous allons traiter au niveau scientifique, nous verrons son application pratique par l'exposition avec donc les outils technologiques qui seront donc présentés pour permettre donc aux administrations des douanes d'être au diapason et donc
permettre à l'économie mondiale donc de s'améliorer davantage. Et sur le terrain, quel est l'impact justement de l'utilisation des technologies de l'information dans le travail que vous faites au quotidien? Est-ce que les résultats sont prometteurs? Les résultats sont plus que prometteurs parce que le Sénégal a une longue tradition d'usage du numérique dans la douane. Nous avons donc un système informatique que nous appelons Gaindé, donc la gestion informatisée des informations douanières et des échanges, qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1990, donc, nous mettons en œuvre donc la Gaindé. Gaindé a connu aussi ses legs de noblesse parce que, véritablement, c'est un produit qui s'est exporté. Donc, la Gaindé est utilisée même au niveau du Kenya, à travers donc un système qu'on appelle Simba. Nous avons aussi contracté avec des pays comme le Burkina Faso, quelque part pour permettre à notre système donc, de se vendre à l'étranger. Au-delà de Gaindé, nous avons le télépaiement. Parce qu'aujourd'hui, la numérisation pousse à ce que les administrations des douanes se modernisent en termes de captation des recettes budgétaires. Donc pour pouvoir capter les recettes budgétaires, il faut nécessairement qu'on mette en place des systèmes informatiques qui puissent nous permettre donc de minimiser les risques en termes de contact humain, donc d'utiliser la technologie. En termes de surveillance également du territoire douanier, aujourd'hui, nous avons des systèmes qui nous permettent de suivre électroniquement les marchandises, ce qui permet donc davantage de rationaliser en termes de capital humain et donc de faire la promotion donc, des outils informatiques. Alors tout cela sera dit et montré sans doute demain, à partir de demain. Je rappelle que vous êtes Monsieur Mokhtar Keitani Doucouré, coordonnateur de la Direction Générale des Douanes et président du comité préparatoire d'organisation de la conférence exposition de l'Organisation mondiale des douanes OMD sur les technologies de l'information. Merci d'être passé nous voir et plein succès à vos travaux. Merci beaucoup. Plus de 4 milliards pour 22 kilomètres de réseau d'assainissement collectif des eaux usées, des branchements à l'égout, une station de pompage et d'épuration. Et c'est parti pour les travaux d'assainissement de la ville de Ziguinchor. Le lancement s'est fait en présence du ministre en charge de ce secteur, Mansour Faye. Le reportage de Moussa Mani. La ville de Ziguinchor a toujours souffert de l'absence d'un système viable d'assainissement des eaux usées. En lançant officiellement le projet d'assainissement, l'État du Sénégal, à travers la tutelle, vient régler un vieux problème, d'où la satisfaction des autorités locales. C'est en cela que nous voulons à nouveau saluer l'action combinée de l'État et de la BAD pour confiancer cet important projet qui, quelques mois ou années, va améliorer nettement le cadre de vie de notre belle commune et davantage assurer son activité au bonheur de nos populations et des visiteurs. L'objectif global est d'améliorer de façon significative les conditions de vie et de santé des populations. Ceci passe par l'amélioration de l'environnement des quartiers ciblés par le projet, l'accès à un service d'assainissement durable par le projet. Pour cela, l'État peut compter sur son partenaire stratégique. La Banque africaine de développement accorde beaucoup d'importance au secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique en général et au Sénégal en particulier. La réalisation de ces travaux permettra de doter la ville de Ziguinchor d'un réseau d'assainissement des eaux usées fiable et de changer l'environnement de la ville. D'un coût de 4,2 milliards, ce projet va permettre la réalisation de 22 km de réseau d'évacuation des eaux usées, 1863 branchements à l'égout, une station d'épuration d'une capacité de 3900 m3 jour et une station de pompage. Les ouvrages pour lesquels je préside aujourd'hui la cérémonie de lancement des travaux sont la preuve de la matérialisation des engagements issus du Conseil des ministres délocalisés. Aussi, ces ouvrages vont contribuer à la mise en œuvre de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, au respect des droits de la population de Ziguinchor, de disposer d'un environnement sain conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution et à l'atteinte de l'objectif de développement numéro 6. Les ouvrages du projet d'assainissement des eaux usées de Ziguinchor sont le fruit de l'engagement du gouvernement du Sénégal. Ils rentrent dans le cadre du projet sectoriel eau et assainissement. Le Candlelight Day a été commémoré dimanche à Dakar. Il s'agit d'une journée de recueillement et de souvenir des victimes du sida. Le ministre de la Santé a été en fort moment de plaidoyer en direction des personnes infectées, notamment les groupes à risque que sont les populations clés. Oumar Diawa.
Depuis 1983, le monde commémore chaque troisième dimanche de mai le Candlelight Day pour se rappeler tous ceux partis emportés trop tôt par le mal. Ils étaient des hommes, des femmes, des mères avec leurs familles, leurs amis, leurs souffrances, leurs espoirs. Ne les oublions pas. N'oublions jamais ce qu'ils ont fait. Une qui se souvient et qui donc n'oublie pas est le ministre de la Santé aux premières heures de la pandémie. Alors médecin en activité clinique, elle a vu des malades dévastés par le regard et le jugement d'autrui. Au début de l'épidémie, quand j'étais fortement engagée, j'ai travaillé avec des personnes qui, parce qu'elles avaient parlé à la radio ou à la télévision, étaient stigmatisées. Certaines même ont été chassées de chez elles. Depuis, beaucoup d'efforts ont été faits et aujourd'hui, le réseau national des personnes vivant avec le VIH mène le combat dans un cadre formel et ouvert. Le réseau national des personnes vivant avec le VIH, pour sa part, s'engage à dépister des familles des PV-VIH pour contribuer à cette ambitieuse réalisation. La stigmatisation est la pire des attitudes face à une maladie transmissible. Quand les personnes sont stigmatisées, quand les personnes sont discriminées, elles se cachent, elles ont la possibilité de contaminer beaucoup plus de personnes. Au-delà du souvenir des innombrables victimes de la pandémie, le moment est un instant de communion et de réflexion sur les nouvelles stratégies dans le cadre de la riposte. De notre point de vue, la société civile doit être au cœur du dispositif pour l'atteinte des 3,90. Les acteurs de la société civile sont plus que jamais déterminés à jouer pleinement leur partition. Au Sénégal, comme ailleurs, il existe des groupes à risque appelés populations clés. Améliorer l'accès à des services de qualité garantissant la protection et le respect des droits des populations clés et de tout groupe vulnérable. Dans la population générale, l'infection est en régression, mais son niveau chez les populations clés reste encore à un niveau préoccupant. La prévalence est beaucoup plus élevée dans ces populations clés. Ce sont des populations qui, elles encore, restent un peu marginalisées. Tout doit aujourd'hui être mis en œuvre pour limiter l'allongement de la liste des disparus qui ont payé le lourd tribut du sida. Abandon des mutilations génitales féminines, excision. Une conférence sous-régionale se tient au Sénégal autour de ce thème. 7 pays prennent part à cette rencontre organisée par le comité de pilotage pour l'accélération de l'abandon des mutilations génitales féminines transfrontalières, des mutilations génitales qui sont transfrontalières. Les parlementaires européens, partenaires de l'Afrique, AOEPA, soutiennent cette initiative. Fantabachi. La lutte contre l'excision a enregistré de nombreux acquis, mais les acteurs n'ont pu venir à bout de cette pratique. Les parlementaires de la sous-région engagent le combat. Ils comptent exercer leur pouvoir législatif pour accélérer l'abandon des MGFE. Malgré les législations qui existent aujourd'hui dans pratiquement tous ces pays qui sont là, la pratique continue. Ça veut dire, donc, il faut que nous, en tant que députés, nous portions ce plaidoyer pour amener les États à être beaucoup plus rigoureux dans l'application des règles qui ont été votées. Parce que nous votons les lois, mais quand même, nous avons aussi le troisième pouvoir qui est chargé de faire appliquer justement cette loi. Sénégal, Mali, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, des pays aux frontières et pratiques communes, leurs députés sont ici pour partager leurs expériences et mutualiser leurs actions pour parvenir à éradiquer l'excision. La porosité de nos frontières et nous avons ces liens de parenté qui font que nous circulons d'un parent à un autre, d'un pays à un autre sans problème. Donc si on m'interdit de mutiler mes enfants au Sénégal, je vais tout bonnement aller en Gambie, même si il y a des différences dans l'application d'un pays à un autre, mais au moins on aura un vecteur directeur qui va être quand même une ligne de conduite assez homogène, consensuelle, qui puisse nous permettre quand même d'harmoniser. L'Europe n'est point concernée par le fléau, mais les parlementaires européens soutiennent tout de même la lutte à travers la capacitation des députés africains. Le Parlement européen estime qu'il y a environ 500 000 personnes en Europe qui vivent avec les conséquences de MGFE. Alors c'est aussi pour nous, il faut l'attendre en Europe, mais aussi en Afrique.
Et oui, c'est pour ça que c'est aussi un problème en Europe. Alors, bien sûr, ce n'est pas un problème si grand en Europe que l'Afrique. Ça existe aussi. Et on a aussi les personnes qui vivent avec les conséquences et les problèmes avec leur santé, etc. Experts et spécialistes des mutilations génitales féminines excision, chirurgiens, gynécologues, urologues, juristes et autres acteurs de la lutte vont pendant 3 jours échanger avec ces parlementaires de la sous-région. Au terme de cette rencontre, un plan d'action MGFE pour chaque pays va être élaboré et ces députés vont veiller à son application dans leurs pays respectifs. La coopération turque, la TICA, en collaboration avec le CACSUP au chevet des populations de Taloum et Djembareng, 19 millions de francs CFA ont été déboursés pour le financement d'une caravane médicale. C'est pour permettre aux populations des zones les plus reculées d'avoir accès à des soins de qualité. Kaltom Gay. 3662 personnes et 350 bêtes ont été consultées et soignées à Taloum et Djembareng. Ces 2 localités ont reçu la caravane médicale et vétérinaire initiée par le CACSUP et la TICA. Une caravane qui entre dans le cadre du programme intitulé Santé pour tous. Les consultations ont tourné autour de la médecine générale, la pédiatrie, la gériatrie, la gynécologie entre autres. Objectif, permettre aux populations rurales d'avoir accès aux soins. Nous avons remarqué que ces zones ont besoin. Dans le temps, on les appelait des zones rouges. Aujourd'hui, nous pensons que c'est des zones vertes. Et pour redémarrer les activités de la Casamance, pour booster le développement de la Casamance, je pense qu'on dit un esprit sain dans un corps sain. C'est pourquoi on s'est dit que nous allons venir avec nos médecins et nos partenaires au fin fond de la Casamance pour apporter des soins gratuits aux hommes et au bétail. Ici, il y a beaucoup de choses à faire, pas seulement dans le domaine de la santé pour les êtres humains, comme aussi pour les bétails. En même temps, ils sont très contents de participer dans ces programmes. 13 médecins, 4 pharmaciens, 3 infirmiers et sages-femmes, 5 docteurs vétérinaires et un assistant social composent l'équipe médicale. Cette forte mobilisation témoigne de l'importance accordée à cette 11e édition. L'Association pour le développement de Taloum apprécie. Salutaire parce que le CACSUP est une ONG qui, depuis plusieurs années, depuis 9 ans, travaille avec l'ADT. Et donc c'est une continuation logique du programme qu'on a déroulé depuis 2007. À Djembareng aussi, c'était le grand rush. Autorités locales et populations ont répondu massivement à l'appel. Nous avons pu observer quand même une très grande mobilisation des populations qui sont venues en masse, donc se faire consulter. Et ce qui nous a permis d'enregistrer un nombre de consultations totales, un record de 3669 patients. Et à ce titre, nous avons pu observer que les pathologies les plus fréquentes étaient les pathologies cardiovasculaires, en l'occurrence l'hypertension artérielle. Le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion, en plus de cette caravane médicale, compte octroyer des bourses d'études aux étudiants des communes de Souel, Sindian et Djembareng. Une manière pour le CACSUP de participer à l'émergence de cette région, la Casamance naturelle. Préparez-vous au conditionnement neutre. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le tabac. Selon la loi anti-tabac votée en 2014, le conditionnement neutre pourrait décourager les fumeurs et réduire la demande et la consommation en cigarettes. Les explications de Fatimata Banelba. Le conditionnement neutre, il s'agit d'une mesure qui rend les produits du tabac moins attrayants, un point saillant de la loi anti-tabac votée en 2014 et entrée en vigueur en avril dernier. Cette loi, elle spécifie de façon claire qu'il n'y aura plus, vous n'allez plus voir les messages qui disent abus dangereux pour la cigarette. Parce que de toute façon, c'est le fait de fumer qui est déjà dangereux. À la place, il y aura ce qu'on appelle des avertissements sanitaires. Le but, c'est quoi? C'est de diminuer ce qu'on appelle l'offre, c'est-à-dire que ce ne soit plus une tentation. La loi sur le tabac votée reste maintenant sa diffusion et l'explication des textes à tous les segments de la population pour une totale adhésion. Et la loi dit qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics. D'accord, très bien, mais le lieu public, mais la loi ne rentre pas dans les détails. Donc c'est au décret de rentrer dans les détails, de spécifier c'est quoi le lieu public.
Le lieu du public, c'est là où nous sommes. Le lieu public, c'est dans l'ascenseur, c'est dans les couloirs des immeubles, c'est les parties communes. C'est 6 millions de morts chaque année. Et vous savez très bien que ces 6 millions, au moins les 4 millions, c'est chez nous. C'est des pays comme le Sénégal. Des chiffres effarants qui font froid dans le dos. Le programme national de lutte contre le tabac plaide l'augmentation des taxes, car la vente du tabac représente un énorme coût sanitaire pour les populations et pour les pouvoirs publics. C'est pour protéger les gens contre le méfait du tabagisme. C'est pour protéger les jeunes contre les méfaits du tabac et qu'ils ne vendent pas et qu'ils n'achètent pas. C'est pour préserver les gens contre les publicités mensongères. C'est ça en réalité la loi. C'est une loi qui est l'une des meilleures lois que nous ayons actuellement par rapport aux autres pays. La cigarette électronique peut donc être une alternative pour le sevrage des fumeurs. Les gens l'ont pris, en tout cas les médecins français et d'autres médecins, comme une alternative au sevrage tabagique. Malheureusement, par rapport à cette cigarette électronique, on ne connaît pas toutes les composantes de cette cigarette électronique. Est-ce que dans 5 ou 10 ans encore, on aura tout? Parce que les composantes, si elles ne sont pas connues, il peut y avoir une toxicité qui est là. Mais gare aux non-fumeurs. Le danger de la cigarette électronique, c'est pour les enfants ou bien les gens qui ne fument pas et qui en font un phénomène de mode malheureusement et qui vont entrer en tabagisme. Le thème de cette année est une invite de l'OMS pour soutenir les États à participer à la mondialisation du conditionnement neutre, qui fait déjà des émules. Ce mardi est célébrée la journée mondiale sans tabac. Généraliser l'éducation inclusive, tel est le vœu de tous les acteurs de l'éducation réunis à Guédiawaye. C'était à l'occasion de la journée de l'éducation inclusive organisée dans le cadre de la Semaine nationale de l'éducation de base. Une journée dont le parrain est Racine Talla, directeur général de la RTS et maire de la commune de Wakhinane Nimzatt. Massamba Tchad. École Pikine 23B à Guédiawaye, dans la commune de Wakhinane. Pour cette journée dédiée à l'éducation inclusive dans le cadre de la Semaine nationale de l'école de base, il y a eu une forte mobilisation. Le choix de cette école se justifie par le fait qu'elle accueille des enfants en situation d'handicap aux côtés des enfants dits normaux. Les différentes évaluations menées au cours du projet nous montrent que les élèves déficients visuels installent et développent des compétences au même titre que leurs camarades dits normaux. Cependant, des problèmes demeurent. La première cohorte inscrite au CI, il y a de cela 5 ans, sera présentée au CFE et à l'entrée en 6e en 2016-2017. Quel dispositif faudra-t-il mettre en place pour les accueillir dans les collèges? On est en train de réfléchir avec les partenaires comment les démultiplier au niveau du pays. Mais aussi en attendant et parallèlement, nous allons développer ce modèle d'inclusion, d'intégration des élèves en situation de handicap dans nos écoles ordinaires. Et je pense que le modèle que vous êtes en train de dérouler ici est un bon modèle, est un bel exemple que nous allons mettre en place dans toutes les autres régions du Sénégal. Cette question est d'autant plus pertinente car sur 100 personnes au Sénégal, les 6 sont en situation d'handicap. Un grand défi qui interpelle tous les partenaires, les communautés, les collectivités locales et l'État aussi. La généralisation de l'éducation inclusive me paraît un prélude nécessaire à cette ambition. Je voudrais terminer mon propos en vous réitérant l'engagement de Sightsavers pour un accompagnement technique et financier susceptible d'ouvrir les portes de l'école à tous les enfants handicapés. Nous attendons dans les projections de l'éducation nationale la construction, peut-être chaque année, d'au moins 3 à 4 écoles publiques pour inverser la tendance. Il nous reste peu de terre. Quasiment, il ne reste que la bande de Filao. Et nous voulons, avec les autorités publiques, attirer l'attention sur cela. Pour terminer, c'est dire toute la disponibilité de la mairie. Nous pensons que ce que nous avons fait, c'est encore peu. Mais quand véritablement ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques sera effective, mais votre premier interlocuteur sera le maire, sera également la commune. À Wakhinane Nimzatt, la journée présidée par le maire a été marquée par de nombreuses activités. La fête a été belle et colorée.
Parlons à présent de cette Assemblée générale constitutive du réseau des acteurs de la formation à distance du Sénégal. Au menu, l'adoption des textes régissant la structure et la mise en place d'un bureau et d'un comité de gestion. À travers cette organisation, les acteurs de l'enseignement supérieur, en partenariat avec l'USAID ERA, veulent promouvoir ce secteur de la formation à distance au Sénégal. Philomène Constance Diagne. À cette assemblée générale se sont retrouvés les acteurs de l'enseignement supérieur et les partenaires techniques. Pour objet, la création d'un cadre ouvert d'échange entre différentes parties prenantes évoluant dans la promotion de la formation à distance. Ce cadre va permettre d'avoir des raccourcis. Certains sont en avance par rapport à d'autres. Donc ceux qui viennent intégrer le cadre vont pouvoir bénéficier non seulement des compétences et de l'expertise qui est disponible à travers ce réseau, mais aussi voir comment raccourcir les étapes pour effectivement mettre en place quelque chose de solide en termes de formation à distance au niveau de chaque institution. Nous avons l'opportunité, par l'intermédiaire du projet USAID ERA, de mettre en place ce réseau qui va nous fédérer. Ça permet de mener des politiques communes, ça nous donne une plateforme d'échange et de complémentarité. Nous allons échanger les bonnes pratiques. Certains qui créeront leur IFOWAD peuvent aller plus vite parce qu'ils vont bénéficier de l'expérience des autres. Nous allons nous mettre ensemble aussi avec le ministère d'une part et le projet USAID ERA pour lever des moyens. Mis en place, ce bureau et comité du RAFADIS devront aider à mieux structurer l'organisation entre les intervenants du système, également permettre un développement de l'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous avons 4 défis à relever dans l'enseignement supérieur. Il y a d'abord ce défi de la massification dont je viens de parler. Le nombre de bacheliers qui nous arrive est extrêmement important. Et le gouvernement a pris la décision de permettre à tout bachelier de pouvoir continuer ses études dans l'enseignement supérieur. C'est une option politique forte qui est là et notre ministre a à charge de la concrétiser. Le deuxième défi à relever, c'est celui de la qualité. Nous ne pouvons plus mettre sur le marché des produits qui ne savent rien faire. Le troisième défi à relever, c'est la lutte contre les échecs. Je l'ai dit tantôt dans mon intervention, nous ne pouvons plus nous situer dans une pédagogie de l'échec. Le quatrième défi à relever, qui est également extrêmement important, c'est le défi de la démocratisation de notre enseignement. Les défis sont donc lancés au RAFADIS qui devra, avec l'appui de l'USAID ERA, parvenir à un enseignement à distance accessible et de qualité. Son nom se confond avec la mythique prison qu'elle abrite, Rebeuss, où l'un des plus vieux quartiers de Dakar est à la une ce soir, construit en 1901, en même temps que l'ancienne résidence du gouverneur général de l'Afrique occidentale française, actuel palais de la République. Après plus d'un siècle d'existence, le quartier évolue avec ses clichés, ses disparités. Rebeuss entre ghettoisation et urbanisation, c'est le premier sujet de la série que nous vous proposons et c'est parti avec Ndeye Aïlaja. L'ambiance et le cosmopolitisme des lieux ont peut-être eu raison du nom qui lui a été donné, Rebeuss. Vu le monde, les gens qui venaient d'horizons divers, qui s'y côtoyaient, bon, avec cette effervescence, on parlait du quartier de Rebeuss, le quartier Rebeuss. Mais tous ne s'accordent pas sur ce constat. Il y avait des chasseurs ici, Rebkat en Wolof, d'où le nom Rebeuss. Donc on dit que c'est parce que avec les eaux stagnantes qu'il y avait ici et qui causaient des maladies des pieds aux gens, l'on disait que mes pieds en Wolof, ça me tente de Rebeuss. Alors c'est ça qui a amené le nom de Rebeuss. Si les versions diffèrent sur l'origine du mot, l'unanimité existe par contre sur les circonstances et la date de création de Rebeuss. Si je ne m'abuse, Rebeuss a été construit en 1901 en même temps que le palais présidentiel qui faisait office de résidence du gouverneur. Quand le gouverneur général de l'AOF a quitté Gorée pour s'installer à Dakar, les premiers résidents sont venus avec lui.
L'exemple des gens qui viennent de Saint-Louis, qui sont affectés ici, et il fallait, quand ils venaient avec leur famille, trouver là où qu'ils puissent s'épanouir, quoi. Cet arbre, le sapotier, est un des rares vestiges de cette époque. Il a été importé de Saint-Louis par les premiers résidents du quartier. Parmi eux, la famille de Feu Jean Cham, très connue à Rebeuss. Rebeuss abrite plusieurs infrastructures, certaines construites à l'époque coloniale, d'autres plus récentes. En créant en général les localités, il fallait mettre des infrastructures. Donc c'est ce que les colons ont fait. Alors il y avait les stades, il y a la police, hein, il y a les écoles. Ensuite il y a un dispensaire qui a été installé ici par les sœurs, la mosquée omarienne, qui était auparavant la maison des jeunes, le stade Hassan Diouf. Prévu pour loger des familles affectées à Dakar à la suite du premier transfert de la capitale de l'Afrique occidentale française, Rebeuss a connu en près d'un siècle d'existence un boom démographique sans précédent. Beaucoup d'ateliers se sont installés dans ce quartier périphérique au centre-ville dakarois, entraînant ainsi une occupation anarchique des lieux. Rebeuss, donc un quartier entre les vestiges du colonialisme, le traditionnalisme et l'urbanisme, à mi-cheval entre Médina et Dakar Plateau. Rebeuss est une zone où cohabitent nantis et moins nantis dans des bâtisses dont les formes diffèrent de sorte à susciter la curiosité, entre autres, de Philomène Constance Diagne. Rebeuss, un quartier du centre-ville, de la périphérie du centre-ville, une architecture de cité et des aires de bidonville. C'est le reportage de Philomène Constance Diagne. Des rues occupées anarchiquement, des bâtiments qui menacent ruine, juxtant avec des baraques bien habitées. Détrompez-vous, on n'est pas dans une bidonville, mais en plein cœur du centre-ville de Dakar, Rebeuss. Ce genre d'habitat, car on n'a pas le choix. Les moyens nous manquent. On aimerait bien vivre dans de belles maisons comme certains, mais c'est ce qu'on a. Pas le choix, faute de moyens, ces habitants ne se plaignent guère de leur situation, vu qu'ils ont un toit bien situé en ville où ils côtoient d'autres maisons bien bâties, fruit de l'évolution du quartier. Je pense que quand même il y a une différence entre le Rebeuss d'avant et le Rebeuss d'aujourd'hui. Parce que Rebeuss actuellement est à 90% constitué bâtiment. Par rapport à avant, il y avait au minimum 60% de baraques. Mais actuellement, avec l'assainissement et consort, Rebeuss est constitué bâtiment. La majorité actuellement, 90%, est constitué de bâtiments en ce moment. Un peu partout dans la zone, on peut apercevoir des maisons en tuiles qui subsistent. Celles-là ont été construites par l'ancien crédit foncier, mais ces habitats ne sont plus que minimes. Avant, il y avait ce qu'on appelle le crédit foncier. Le crédit foncier, c'était l'exemple de la SICAP, qui construisait des bâtiments et les vendait. Vous avez en face de vous, le bâtiment en face là, avec les tuiles, c'est des bâtiments crédit foncier. Regardez, il y en avait énormément à Rebeuss. Donc il y avait une cité qu'on appelait crédit foncier, qui porte le nom de crédit actuellement, n'est-ce pas? Et cette cité avait pour lui de construire des bâtiments et de les vendre. Il y a eu des habitats intermédiaires. Par exemple, quand on prend la Médina, on dit que c'est intermédiaire parce qu'il s'inspire de l'habitat traditionnel dans son mode d'organisation et s'inspire de l'habitat colonial dans ses matériaux. Par exemple, les baraques, les tuiles, tout ça, c'est d'importation. Quand nous regardons l'habitat planifié, genre SICAP ou HLM, il s'inspire de l'habitat moderne et de l'habitat colonial. Et puis il y a l'habitat populaire irrégulier, comme Anne, plage, hein, ça s'inspire un peu du traditionnel, etc. Et le bidonville. Le bidonville, c'est le 7e mode d'habiter où en fait c'est un peu de tout. Et si vous regardez ce que je viens de dire là, à Rebeuss, vous avez tout cela. Vous avez le colonial, vous avez le moderne, le traditionnel. Populaire, régulier, etc. En fait, c'est vraiment le mélange de tout ça. En plus de ces habitations diverses, Rebeuss a aussi ses rues bien connues qui le délimitent. Vous avez la rue de Reims,
la rue Ambroise Mendy et la rue Belfort. Ça, c'est la rue horizontale. Verticale, vous avez Armand